Mon invité ce soir est un grand spécialiste de l'Afrique. Il a été le fondateur de la Lettre du continent. Il publie ce livre « Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu » aux éditions Pluriel. Bonsoir et bienvenue Antoine Glaser. Bonsoir. On va évidemment s'intéresser en détail à votre livre. D'abord, une question d'actualité avec le voyage tout à l'heure, aujourd'hui, d'Emmanuel Macron au Maroc. Alors, contrairement à ses prédécesseurs, ce n'est pas en Algérie que le nouveau président a décidé d'aller en premier. Bien sûr, candidat, il avait été en Algérie, mais il a d'abord choisi en tant que président d'aller au Maroc. C'est jamais anodin de choisir entre les différents pays. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une rupture avec les prédécesseurs? Non, oui, enfin, c'est une rupture, mais en même temps, tout ça a été bordé. Ça veut dire, quand il est allé récemment à Gao rencontrer les troupes françaises, il avait téléphoné au président Abdelaziz Bouteflika. Jean-Yves Le Drian, qui est quand même l'ancien ministre de la Défense, est allé en même temps à Alger. Il a annoncé que le président allait à Alger. Mais c'est certain que le Maroc, en particulier sur le plan de la diplomatie économique, sur le plan de tout ce qui se passe dans toute cette zone sahélo-saharienne, c'est vrai que le Maroc, c'est extrêmement important comme relais, évidemment, de la France en Afrique, alors que l'Algérie, ces dernières années, était extrêmement en retrait. Et puis, il y a... Par contre, ça plutôt dans le domaine militaire et sécuritaire, c'est vrai qu'il y a toujours des problèmes avec l'Algérie, c'est toujours extrêmement sensible. Et là, on a vu d'ailleurs, c'est une visite, c'est incroyable, parce qu'habituellement on fait des visites importantes et après des visites privées et personnelles. Et là, il démarre plutôt par une visite personnelle, uniquement avec Brigitte Macron, quasiment. Et quand on connaît le Maroc, on sait que c'est la politique un peu de la... gazelle et les relations personnelles comptent énormément. Donc là, c'est vrai que pour le roi du Maroc, pour M6, c'est énorme. Quelle relation, selon vous, entretient maintenant le président Macron avec ces pays du Maghreb? Évidemment, on a retenu la phrase qu'il avait prononcée en Algérie en tant que candidat qui a fait beaucoup parler, les crimes contre l'humanité. Mais lui, quelle vision il a des relations de la France avec ces pays-là, du pourtour méditerranéen? Je pense qu'il y a une prise de conscience de l'importance de l'ensemble de ces pays du pourtour méditerranéen. Il y a une vraie conscience que la France ne peut absolument pas continuer à avoir que l'opération Barkhane, ces 4000 soldats dans une zone de 5 millions de kilomètres carrés, que c'est complètement, c'est mission impossible, maintenant tout le monde le sait. Et c'est vrai que sans, en particulier, l'Algérie, parce que l'Algérie, qui est normalement, qui a la tutelle des accords, ce qu'on appelle l'accord d'Alger avec le Mali, et finalement on voit que dans toute cette région, ce qui prime, c'est quand même le commerce en tout genre et les trafics en tout genre. Mais on voit que finalement, les Algériens restent chez eux, sont très réticents. Ils ont accepté quand même ce qu'ils appellent que la France soit présente militairement dans leur profondeur stratégique. C'est quand même assez nouveau pour les Algériens. Mais en même temps, on sent bien que Emmanuel Macron, le président, veut mettre tous ces pays au pied du mur en disant « Écoutez, nous, on veut bien vous aider ». Mais la France ne peut pas continuer à être le gendarme comme ça de l'Afrique dans cette région. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Non seulement le gouvernement malien, mais il y a eu un message vis-à-vis des Algériens, parce que tout le monde sait que les Algériens, vis-à-vis d'un certain nombre de chefs djihadistes, c'est quand même l'Algérie qui a exporté dans les pays voisins de Al-Qaïda du Maghreb islamique, le GIA, etc. Et donc on voit que un certain nombre d'Algériens, ils regardent ailleurs, ils laissent un peu faire, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait vraiment une autonomie. Finalement, ils n'ont pas vraiment intérêt à ce que ça aille bien au Mali, parce que si finalement, le nord du Mali, il y a une décentralisation, une autonomie, qui sait si demain, un certain nombre d'Algériens du sud de l'Algérie, ils ne vont pas dire nous aussi, on veut une large décentralisation. Donc, franchement, les Algériens semblent choisir plutôt un statu quo. C'est vrai qu'avec les Marocains, du fait de l'affaire du Sahara occidental, ça reste difficile pour la France de jouer entre ces deux grands partenaires. Mais on sent qu'il y a une volonté d'Emmanuel Macron de faire une sorte par pragmatisme et de ne pas laisser les choses en état, parce qu'il serait bien, c'est pour ça que c'est le titre Africa France, que s'il ne s'occupe pas de l'Afrique, l'Afrique va s'occuper de la France. L'un des dossiers sur lesquels tous ces pays, évidemment, sont en relation étroite avec la France, c'est la lutte contre le terrorisme. Il y a un pays qui inquiète, et vous avez parlé tout à l'heure de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui est actuellement en Algérie. Il est beaucoup question dans ces discussions, dit-on, de la Libye. La Libye, il y a des poches de résistance vraiment de l'État islamique, et on peut rappeler que pour l'attentat de Manchester, eh bien, ça a été préparé, semble-t-il, depuis la Libye. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il y a une sorte de
transhumance, j'allais dire, des djihadistes depuis le terrain moyen-oriental vers la Libye? Ça, je ne sais pas au niveau, je ne suis pas un spécialiste du terrorisme, il y a une transhumance. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une responsabilité française vis-à-vis de la Libye. C'est quand même la France qui est intervenue dans une sorte d'invincible armada franco-britannique en 2011, intervenue d'une façon très rapide sous Nicolas Sarkozy, alors que l'Union africaine, un certain nombre de pays étaient hostiles à cette intervention française, qui était une intervention aérienne. Et finalement, comme le disent les chefs d'État, ça veut dire qu'il n'y a pas eu vraiment de suivi. Et finalement, ça a été alors qu'il y avait une sorte de stabilité dans la région, le colonel Kadhafi, quoi qu'on pense de lui comme dictateur, mais il assurait, il faisait un peu les fins de mois des pays de la région. Il avait un certain nombre de jeunes qui étaient dans son armée. Et puis il y avait le grand frère algérien, lui, qui faisait la sécurité. Donc dans toute cette région, il y avait une sorte c'était quand même peut-être instable, mais au moins, il y avait pas tous ces armements qui étaient quand même... C'est une armurerie à ciel ouvert. Une armurerie à ciel ouvert. Donc tout le monde s'est servi jusqu'au Nigeria avec Boko Haram. La France essaie en ce moment de trouver... Alors la France essaie de trouver une solution, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a l'Égypte, il y a le Qatar, il y a énormément d'acteurs extérieurs. Et maintenant, tout le monde sait que c'est pas de l'extérieur qu'on peut faire le bonheur des gens, le bonheur des peuples, régler tout. Ça amène à votre livre, justement. Et ce titre, Antoine Glaser, Africa-France. Alors on va rappeler évidemment qu'on avait l'habitude, pour décrire les relations entre la France et l'Afrique, de parler de la France-Afrique. Alors pourquoi Africa-France? Est-ce que selon vous, il y a intérêt, les dirigeants africains ont intérêt, est-ce qu'on croit encore qu'il y a la France-Afrique? Absolument. Ça veut dire, ils pensent souvent, d'ailleurs, ils disent qu'ils sont victimes de la France-Afrique. La France-Afrique, c'est quelque chose de particulier. C'était une période historique donnée de 1960 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1990. Et on a l'impression que la France, enfin, sauf les spécialistes, n'ont pas vu, ils ont pensé que la chute du mur de Berlin, ça se passait uniquement dans les pays de l'Est, à Berlin, et ça concernait que l'Allemagne. Ils n'ont pas compris que dans cette région du monde, les anciennes colonies françaises qui ont acquis leur indépendance en 1960, la France est restée vraiment dans ce qu'on appelle de dépendance dans l'interdépendance. Ça veut dire que c'était une région où vous aviez des pays comme la Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous aviez 50 000 Français qui faisaient tourner le pays, et c'était une chasse gardée française. Il y avait un système intégré politique, militaire, financier. À l'époque, on disait qu'il n'y avait pas un criquet qui stridulait sans que Jacques Foccart soit au courant. Donc c'était un système intégré. Ce système politique, militaire, financier s'est intégré. En plus, la France avait des ressources en uranium, en pétrole, avec des pays verrouillés en échange à assurer la sécurité des chefs d'État. Et ces chefs d'État ne le disent pas. Ils jouent toujours ceux qui sont, c'est la France qui fait tout. Mais eux, ils ont le monde entier. Eux, ils sont dans l'Afrique. Le monde entier dans la salle d'attente de l'Afrique. Mais absolument. Ils ont le monde entier. Si vous allez, même des pays comme la Côte d'Ivoire, qui est quand même le village gaulois de la France en Afrique, vous avez la Corée du Sud, vous avez les Russes, vous avez des Allemands aussi, c'est-à-dire les propres partenaires de la France qui lui ont laissé, en contrepartie d'être le gendarme de l'Afrique, qui ont laissé les parts de marché à 50-60%. Quand il y avait un problème, une entreprise française, il y avait l'ambassadeur de France qui passait un coup de fil aux vieilles oufouettes et ils avaient le contrat. Et on a l'impression que la France n'a pas vu cette Afrique changer. Elle a d'autant moins vu cette Afrique changer, c'est un peu l'arrogance française, c'est qu'elle a... C'était le titre de votre précédent ouvrage. Arrogant comme un Français en Afrique. C'est pas un trait de caractère seulement, c'est surtout que la France a exporté sur ce continent non seulement sa langue, mais son code napoléonien, elle a exporté toute sa culture et a négligé totalement l'Afrique des Africains. L'Afrique des Africains est en train d'émerger maintenant, mais la France le voit mal et le perçoit mal. Antoine Glaser, les dirigeants français, on les entend, on les reçoit, ils nous répètent à l'envi que l'Afrique, c'est l'avenir, notre avenir, etc. C'est des belles paroles. Est-ce qu'ils ont raté le train? On a parlé tout à l'heure de la sécurité. Est-ce qu'ils pensent trop l'Afrique via la sécurité et ils oublient l'autre pilier, le développement, le co-développement? Absolument, absolument. Je dis toujours que la présence de l'armée française sert de cache-misère à finalement une présence française globalement en déshérence. Et il y a vraiment un certain nombre tous les jeunes Africains maintenant, quand ils en ont marre de cogner à la porte des consulats de France, ils vont dans le monde entier. D'ailleurs, ils vont de plus en plus au Maroc, justement, maintenant, qui a créé un certain nombre d'écoles. Et donc, on voit bien qu'il y
a une espèce que la France, pendant des années, n'a aimé que des Africains qui lui ressemblaient. Ça veut dire c'est l'école, d'abord des missionnaires, ensuite toutes les écoles et tout, et des Africains qui leur ressemblaient, avec ce paternalisme que ne supportent plus les Africains. Et eux, maintenant, c'est l'Afrique monde. Ça veut dire, eux, ils ont le monde entier. Et pas simplement les dirigeants, mais aussi les sociétés civiles africaines qui commencent à bouger et qui ont des soutiens en dehors de la France. Ils n'ont plus ce qu'on appelle l'esprit Tour Eiffel qu'avait leur On va parler de société génération. civile, mais on comprend parfaitement, évidemment, ce que vous dites, Antoine Glaser, mais en même temps, quand il y a eu un problème, vous avez parlé du Mali tout à l'heure, qui est arrivé? Quelle a été la seule force de projection qui est venue quand même pour aider sur place? La France. Absolument, mais c'est bien dans un espace très court d'être intervenu à l'ancienne. L'opération Serval, c'était très bien, mais quand vous avez maintenant l'opération avec l'opération Barkhane, on voit que la France a tendance à s'enliser. On voit qu'Emmanuel Macron demande aux Allemands de payer, pas simplement maintenant, il y a des soldats allemands maintenant dans la mission des Nations Unies au Mali, mais en fait, il veut absolument élargir, il veut vraiment que ce soit les Nations Unies qui prennent en charge. Les Américains, la semaine dernière, ont dit aux Français, on ne veut pas voter une résolution, ils sont très réticents, mais pourquoi? Parce que pendant que la France fait la sécurité en Afrique, les autres, ils font le business. Les autres, ils font le business. Ils disent, bon, la France veut continuer à faire la sécurité, très bien. Puis l'armée française, ça se comprend aussi. Si vous êtes militaire français, votre job, c'est aussi de faire la guerre, etc. Donc, pour l'armée française, c'était extrêmement important. Mais on a bien vu comment François Hollande, quand il a vu que ça allait mal en Centrafrique, il a retiré l'opération Sangaris de Centrafrique pour rester, pour dire, finalement, la France n'est plus le gendarme de l'Afrique à l'ancienne dans ces pays pour soutenir des dictateurs. Elle est là pour lutter contre le terrorisme. Et ça va de Bamako jusqu'en France. Donc c'est un discours qui a évolué, mais la réalité, c'est que le terrain, c'est les problèmes d'éducation, de santé, c'est tout. Je veux dire, et puis il n'y a pas de société, je veux dire, c'est le terreau général. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retisser ce lien? Par qui ça doit passer? Peut-être que ça ne doit plus passer par les diplomates, les dirigeants, la société civile. Il y aura, nous, on a bien connu des révolutions en France. Il y a les sociétés civiles africaines qui sont empreintes, ça bouge énormément en Afrique. Vous avez des intellectuels africains qui sont réunis récemment à Dakar et qui sont beaucoup plus, qui veulent des développements endogènes, réfléchir en tant qu'Africains à l'avenir des Africains, arrêter toujours. Ils ne rejettent pas tout ce qui arrive de l'extérieur, mais ça ne pourra venir que du continent africain et d'eux-mêmes. Mais une question qui m'a toujours intéressée, Antoine Glaser, pourquoi ces sociétés civiles africaines que vous décrivez en pleine ébullition, révolution, pourquoi ne font-elles pas justement la révolution, entre guillemets, comme il y a eu... Mais elles le font. Vous avez dans un certain nombre des révolutions douces, vous avez ce qui se passe actuellement, c'est que vous avez les gens... Les autocrates qui veulent rester au pouvoir 10, 20 ans, 30 ans. Au bout d'un moment, ils se renferment avec la famille, le clan, le premier cercle, des cousins, des neveux, en élargissant un petit peu aussi au clan et à l'ethnie. Et très souvent, les anciens compagnons de route s'écartent. Et puis ces compagnons de route, à un moment donné, ces compagnons de route passent dans l'opposition. Ils sont soutenus par les sociétés civiles africaines. C'est arrivé quand le président Abdoulaye Wade a essayé de mettre son fils Karim Wade au pouvoir au Sénégal. C'est arrivé au Burkina Faso quand même qui était l'homme qui était protégé par les militaires français parce qu'il avait quand même couvert toutes les turpitudes dans la région de l'armée française et des Français. C'était le président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Vous avez le Balai citoyen qui a soutenu Roch Gaboré, un ancien compagnon de route de Blaise Compaoré. Vous avez Macky Sall, l'actuel président du Sénégal, qui était dans le même parti, le PDS, que Abdoulaye Wade. Donc vous voyez, il ne faut pas croire que ça ne bouge pas. On change notre logiciel. Finalement, votre livre, il faut changer de logiciel. C'est un avertissement. Attention, parce que là, le train... Moi, c'est pas... Moi, je suis rien. Moi, je suis un petit blanc des bords de Seine. Mais c'est simplement de faire comprendre qu'ils sont toujours en train de dire oui, il faut nous aider, machin, etc. Mais en même temps, franchement, ils ont le monde entier. Et vous allez voir, ça bouge énormément. Alors, il y a des endroits, c'est comme, vous savez, en Flandre, les galéidoscopes. Vous avez des endroits qui sont vraiment... où il y a beaucoup de conflits et tout. Mais des endroits où il y a un fort développement. Vous avez des groupes comme Orange qui ont plus d'abonnés maintenant dans des pays comme l'Égypte qu'en France, ça bouge énormément. Ça veut dire vous avez bien sûr des classes moyennes. C'est horrible à dire, mais quand l'Afrique va passer de 1 à 2 milliards d'habitants, vous aurez bien évidemment, vous aurez encore 500 millions de pauvres ou des gens extrêmement pauvres, mais il y a toujours une classe moyenne, 300 millions et autres. Et franchement, quand les Français assurent la sécurité, les autres disent, bon, on fait du business.
Et c'est pour ça que vous dites Africa, France, c'est plus la France-Afrique, c'est d'abord l'Afrique et il faudrait penser à changer ce logiciel. Merci Antoine Glaser.